Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pauline de Certeau, de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'IA. C'est un sujet que je connais plutôt bien. Je suis donc avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du numérique et droit de l'IA. Je travaille avec beaucoup de créatifs qui utilisent l'IA générative notamment pour créer, mais pas que. Je travaille aussi avec des grands groupes qui implémentent l'IA générative dans leur entreprise et je les accompagne sur les sujets propriété intellectuelle, sécurité des données, RGPD, cybersécurité, compliance avec le règlement sur l'intelligence artificielle au niveau de l'Union européenne. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi, Pauline, sur le sujet de Genial, qui est un outil que j'utilise maintenant depuis 2 ans, puisqu'on a pu bénéficier d'un essai qui était sponsorisé par le barreau de Paris l'année dernière. Et j'ai été très satisfaite de cet essai au point que j'ai finalement souscrit un abonnement pour mon cabinet. Et aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise vraiment au quotidien. Donc, je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui, Pauline, sur les aspects justement, la sécurité, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est entraîné le modèle et surtout sur quel fond documentaire, parce que je crois que c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment la valeur de Genial, c'est la qualité des données qu'on y trouve, la qualité des réponses. Merci beaucoup Betty pour ce mot d'introduction et merci d'être là. En effet, je suis Pauline de Certeau, je suis directrice des produits digitaux chez Lefebvre Dalloz et je pilote notamment Genial, qui est notre solution d'IA destinée aux professionnels du droit. J'ai moi-même été avocat au barreau de Paris dans une vie antérieure, donc je suis nécessairement préoccupée par les sujets de confidentialité, de responsabilité, de fiabilité. Pour moi, c'est pas des enjeux théoriques. Très concrètement, mon rôle aujourd'hui, ça consiste à définir une vision produit autour de l'IA juridique, en fait à prioriser les usages à forte valeur ajoutée pour les clients, évidemment, et surtout à coordonner le travail à la fois entre les équipes éditoriales, les équipes data et tech. On en a parlé déjà, Betty, en off toutes les deux. Je pense qu'il est important de se dire, quand on parle d'IA et notamment avec nos confrères et anciens confrères, que si l'IA est bien une révolution technologique, c'est surtout une transformation de l'accès au droit. Et nous, en tant qu'éditeurs, c'est comme ça qu'on conçoit et qu'on imagine nos solutions d'IA à destination des praticiens. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi, Pauline, quand tu dis que c'est une transformation de l'accès au droit. Je travaille avec des clients qui sont vraiment très dans l'innovation et donc qui utilisent des outils d'IA générative depuis maintenant 3 ans. Ça a été vraiment les early adopters, comme on dit. Et en réalité, je vois à quel point ça transforme beaucoup de pans d'industries différentes. Mais pour le droit, ça devient vraiment un élément, c'est une infrastructure qui est structurante pour la pratique du droit. C'est-à-dire que autant du point de vue des clients, qui aujourd'hui l'utilisent beaucoup sur leurs questions juridiques, sur les premiers brouillons de contrats, les premières versions de contrats et voire même de conclusions. Et ça le devient également pour les avocats qui aujourd'hui utilisent beaucoup ces outils, alors de façon parfois pas très raisonnée, c'est-à-dire que on verra peut-être ensemble la différence entre utiliser ChatGPT pour trouver de la jurisprudence et utiliser Genial. C'est pas tout à fait la même chose, mais je le vois aussi en termes de compétitivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cabinet d'avocats qui n'adopte pas les outils d'IA générative, c'est peut-être un cabinet qui, demain, ne sera plus du tout aussi compétitif sur le marché du droit. Et ça, c'est une constatation que je fais d'ores et déjà aujourd'hui, alors que ça ne fait que 3 ans, finalement, que des outils d'IA générative sont disponibles au grand public. Donc, je pense que ça présage d'une transformation profonde de l'industrie du droit et personnellement, je fais le choix d'utiliser des outils d'IA générative, d'utiliser l'IA, de me former à cette utilisation et je fais aussi le choix d'utiliser des outils qui sont sûrs. Alors peut-être que, Pauline, tu pourrais nous expliquer comment fonctionne Genial parce que en fait, c'est un fonctionnement en RAG, comme on dit en Retrieved Augmented Generation, ce qui veut dire, selon ma compréhension de l'IA, que en fait, on est sur un modèle d'IA qui est entraîné
pour ne chercher des informations que sur la base d'un fond documentaire précis, avec des instructions très précises qui concernent le fait de ne surtout pas inventer des sources et de réduire au maximum les hallucinations. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus. En assez simple, un LLM seul ne connaît pas le droit. Donc en fait, il réagit sur des probabilités, hein, c'est le principe des algorithmes de l'IA. La différence chez nous, c'est que évidemment on utilise un LLM, mais notre LLM, il est entraîné uniquement sur un corpus documentaire fermé, dont on a la maîtrise de A à Z. Ce corpus documentaire, c'est les éditions Francis Lefebvre, Dalloz et les éditions législatives, plus les synthèses des conventions collectives que vous connaissez probablement, qui sont en fait éditées par les éditions législatives, et la jurisprudence dont on dispose, qui font l'objet d'un retraitement pour répondre à notre modèle d'IA. En fait, dès la conception de notre modèle, tout est géré de bout en bout dans la source qu'on utilise. C'est-à-dire que notre IA ne répond uniquement et uniquement que sur ses sources et jamais sur de l'open data. Donc, la probabilité est maîtrisée de bout en bout. Et en fait, comme cette intégration, elle est dès l'outil, elle permet à l'utilisateur d'avoir des réponses qui soient fiables et sourcées. Vous pouvez vérifier l'intégralité des réponses qu'il vous donne et il n'hallucine jamais. Ouais, ça c'est quand même un gros avantage. Comme on disait, comparé à des outils comme ChatGPT ou Claude d'Anthropic ou Gemini de Google, c'est quand même vraiment très important, surtout quand on est avocat, puisque quand on est avocat, ce que nous demande le client, c'est d'être sûr de nos sources. Ce que nous demande le client, finalement, c'est vraiment l'inverse de l'hallucination IA. Et on a vu d'ailleurs qu'il y avait, commence à y avoir des cas en justice d'avocats qui soumettent des conclusions qui en fait peuvent être truffées de cas de jurisprudence qui sont en fait hallucinés par des IA, voire même de lois qui peuvent être hallucinées par des IA. Et ça, c'est très problématique. Et c'est vraiment tout à fait le contraire de ce que le client nous demande. Donc, c'est vraiment très important, encore une fois, qu'on puisse vérifier l'information. Je sais que personnellement, c'est quelque chose que je fais systématiquement, même en utilisant Genial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Genial, justement, on a les petits liens qui permettent de cliquer. Et ça, c'est très, très appréciable parce que moi, je ne prends pas pour argent comptant ce qui sort d'un outil d'IA génératif, quel qu'il soit, y compris Genial. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, Genial, déjà, vous le notez, vous marquez qu'il faut systématiquement vérifier les réponses. Et en plus de ça, vous donnez à chaque fois des petits liens cliquables pour avoir accès au fond documentaire qui cite, dont la citation finalement est reprise dans la réponse de l'outil. Et ça, c'est quand même très, très appréciable, je trouve, d'un point de vue d'un praticien du droit. Donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup dans l'outil. Et donc, au-delà de cette fiabilité des réponses qui est demandée à l'avocat, il y a aussi le sujet de la confidentialité. Effectivement, je pense que tu peux nous en dire un petit peu plus de comment est-ce que vous garantissez finalement le respect du secret professionnel, parce que le respect du secret professionnel, c'est un des sujets qui est très, très abordé aujourd'hui. Et à chaque fois que je discute avec des confrères sur l'utilisation de l'IA, c'est le premier sujet qui arrive dans la conversation. C'est celui de la protection du secret professionnel auquel on est soumis. Donc, il y a des confrères qui me disent qu'ils enlèvent systématiquement les données identifiantes de tous les dossiers qui vont aller poster dans des outils d'IA générative. Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la chose chez Genial, mais en tout cas, je sais que c'est vraiment un point qui est fondamental pour les avocats. En fait, on garantit une confidentialité et sécurité tout au long du dispositif complet qui couvre en fait l'ensemble du cycle de vie de l'outil dès sa conception. On peut garantir déjà qu'il n'y a aucune réutilisation des données utilisateurs. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est bien que ce qui entraîne notre modèle, c'est uniquement le corpus Lefebvre-Dalloz, qu'il y a une suppression immédiate des données après chaque session. Toutes les données sont chiffrées, c'est-à-dire que même moi, dans un univers de dev, donc de développement, quand j'accède à mes tests, vous pourriez m'appeler et me harceler, je n'aurai que des petits points ou des petits traits concernant vos données. On garantit un hébergement sécurisé en Europe, notre groupe est européen, et les infrastructures sont redondées et soumises à audit de manière très régulière. Voilà.
C'est Ouais, un peu le non, mais c'est déjà très, très bien effectivement sur le chiffrement, le fait de ne pas conserver les conversations. Alors d'ailleurs, ça se voit sur l'outil effectivement, qu'au les conversations ne sont pas conservées, l'historique de prompt n'est pas accessible. Alors certains diront que c'est, potentiellement, embêtant quand on essaye de revenir, à une session qu'on a débutée à un moment et puis qu'on a fermée et puis en fait, ensuite il faut la redébuter pour pouvoir à nouveau y avoir accès, comparé à des outils grand public qui permettent justement, même quand on n'a pas créé de compte finalement, de conserver tous les historiques de prompt et de conversation. Hem, alors, c'est un mal pour un bien puisque, comme tu dis Pauline, finalement, c'est ce qui permet aussi aujourd'hui de garantir ce à quoi on est soumis, c'est-à-dire le secret professionnel, et de garantir la confidentialité de nos échanges avec l'outil Genial. Donc, voilà, après, si dans l'avenir, il y a une façon de conserver nos historiques et qu'ils soient finalement accessibles, mais qu'à nous, pourquoi pas. Et ben, pour être tout à fait honnête, c'est une solution à laquelle on travaille Ouais. d'arrache-pied et qu'on espère pouvoir livrer en juin, en se disant d'arriver à garantir à la fois confidentialité des données et le zéro data retention lequel on est vraiment engagé formellement, mais en permettant de faciliter l'usage de nos clients avec cet historique sauvegardé par session, par personne. Mmh. Donc c'est trouver le juste équilibre entre la suppression immédiate des données après traitement et une facilité d'usage pour le client et l'utilisateur, puisqu'effectivement, on aime retrouver ces historiques et ça fait partie de notre pratique aussi de professionnels du droit, de pouvoir se fonder soit sur d'anciennes recherches, soit même de réutiliser des prompts qui ont pu bien fonctionner dans l'usage de l'IA. Ouais, et ben ça, ce serait très bienvenu comme nouvelle fonctionnalité. En tout cas, je Et ben, l'accueillerais je avec serais plaisir. contente dès le mois de juin. Super. Et alors une autre question aussi, quand je discute avec des confrères sur l'utilisation de l'IA, un autre grand sujet, donc au-delà du secret professionnel, il y a le sujet évidemment de la responsabilité, de l'avocat, de sa responsabilité sur les solutions, les réponses qu'il va apporter, aux clients. Et alors sur ce point, on a déjà un livre blanc, du barreau de Paris qui a été publié en novembre dernier et puis plus récemment un code de bonne pratique qui a été donc publié par le Conseil national des barreaux. Tous ces deux documentations, elles reviennent assez largement sur la question de la responsabilité et finalement les conclusions sont les mêmes d'un côté et de l'autre. C'est que finalement l'utilisation de l'IA n'est pas de nature à enlever la responsabilité de l'avocat, c'est-à-dire que l'avocat reste responsable quoi qu'il arrive, qu'il utilise un outil d'IA générative ou pas, il reste responsable des propos qu'il vend à ses clients, des solutions juridiques qu'il vend à ses clients. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que finalement c'est une solution qui est assez logique. Et ça, je pense que vous le rappelez quand même assez régulièrement sur Genial. En tout cas, sur l'outil, il y a bien marqué vraiment tout le temps de vérifier les réponses, etc. L'outil, c'est d'ailleurs dans le mot, c'est un outil. Ce n'est pas, ça ne nous remplace pas. Et je pense que ça, c'est quand même assez important peut-être de revenir dessus parce que il y a aussi cette peur que l'IA remplace les avocats finalement. Du point de vue de la responsabilité, l'IA ne remplace pas les avocats. Je ne sais pas ce que tu as à en Alors, dire. absolument pas. Et je pense que tu as raison d'employer le mot outil, parce qu'en fait, l'outil d'IA permet d'assister la production de manière certaine, mais la responsabilité reste humaine. Et on pourrait se dire qu'il y a du coup une sorte de déplacement de la valeur et que ça augmente encore plus la responsabilité. En fait, avec le CNB et la suppression du mot intellectuel, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a une réalité concrète, hein. C'est qu'il y a une partie de la production qui devient automatisable. On l'a tous constaté, d'ailleurs, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle avec l'IA. Mais la responsabilité ne se délègue jamais. Et ça, plus vous utilisez d'outils, plus vous êtes responsable de la maîtrise de ces outils. Donc en fait, votre responsabilité, elle va davantage peut-être se fonder maintenant sur le raisonnement, sur l'exercice de votre libre arbitre, sur la singularité de votre raisonnement, sur la stratégie, sur le jugement que vous en ferez. L'avocat, il va rester responsable de bout en bout de sa production, Ouais. puisqu'à la fin, c'est lui qui choisit ou pas de capitaliser sur un outil et qui est sa responsabilité, c'est celle de la maîtrise de bout en bout de l'outil, quel que soit l'outil utilisé.
Oui, et c'est pour ça qu'effectivement, ça paraît important aujourd'hui que les confrères se forment à l'utilisation des outils, puisque à force de les utiliser, on se rend compte des choses qu'il est nécessaire de vérifier ou pas. Alors c'est intéressant, j'utilisais l'outil donc Genial Assistant la semaine dernière pour m'aider dans une stratégie contentieuse. Et à un moment donné, donc je lui ai demandé d'analyser une pièce et vraiment de me remettre tous les montants comme il fallait pour que je comprenne bien ce qui était demandé par la partie adverse. Et c'est intéressant parce que à force d'utiliser des outils d'IA, je sais d'expérience que les montants donc chiffrés peuvent être des moments où l'IA hallucine. Alors en l'occurrence, Genial n'a pas halluciné, mais j'ai bien pris soin de vraiment tout revérifier parce que ça, voilà, ça fait partie des choses que les modèles ont encore peut-être un peu de mal, de mon expérience, à appréhender. Donc j'ai vraiment fait cet effort de vérification, mais on sait de plus en plus, avec l'expérience, voilà, je commence à identifier les points où il faut absolument porter attention et vérifier avec beaucoup, beaucoup plus d'attention les réponses qui sont données par l'IA. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu as constatées, Pauline, sur des points où vraiment il y a cette vérification supplémentaire qui peut être nécessaire sur les réponses de l'IA. De toute façon, en fait, plus tu as la maîtrise de ce que tu lui donnes comme contenu et comme contexte pour qu'il t'aide à répondre fort du corpus documentaire sur lequel il s'appuie, meilleure sera la réponse, plus pertinente elle le sera. En effet, ce que tu dis est vrai. Génial n'hallucine pas, mais les IA et globalement la plupart des modèles sont d'assez mauvais calculateurs, puisque ce qui se prête le mieux à l'exercice probabiliste, en réalité, c'est le langage. Pour autant, Génial fonctionne tout à fait pour calculer les besoins du métier d'avocat. Mais il faut être très précis dans la demande qu'on lui fait de manière systématique. Plus on l'utilise, plus on maîtrise son outil, plus on comprend aussi comment il fonctionne et plus on s'adresse à lui comme un sparring partner qui nous permet d'avancer de mieux en mieux et d'avoir une maîtrise de bout en bout. Enfin, vraiment, il faut l'imaginer à la fois comme un enfant et un super documentaliste et un super pionnier. Donc, il est à la fois tout ça en même temps, mais ça reste nous qui lui donnons ce dont on a besoin et qui lui posons des questions. C'est pas l'inverse. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que pareil, d'expérience, comme tu dis, Pauline, plus on donne des données de qualité à l'outil, plus il est capable de produire des réponses qui sont extrêmement pertinentes. Et c'est là aussi que j'apprécie beaucoup d'utiliser Genial, parce que je ne peux pas donner le même type de document à une IA comme ChatGPT ou Claude pour des raisons de sécurité, pour des raisons de secret professionnel. Il m'est absolument impossible d'uploader dans ChatGPT ou dans Claude les documents que j'upload dans Genial. Ça, c'est un fait. Et en réalité, de pouvoir uploader des documents qui sont beaucoup plus précis dans Genial me permet d'obtenir des réponses qui sont bien meilleures d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et puis, il y a aussi ce côté dont on parlait tout à l'heure, mais qui est finalement le déplacement de la valeur de l'avocat progressivement à l'ère des IA génératives vers finalement la stratégie, l'analyse et le jugement plutôt que la rédaction pure. Alors, ça pose aussi tout un tas de questions sociétales sur la formation des juniors, etc. Et ça, c'est des questions quand même qui conviennent de se poser à mon sens. Mais ce que j'observe voilà, dans ma pratique, c'est que finalement, je peux beaucoup plus me concentrer, je peux dédier beaucoup plus de temps à la stratégie d'un dossier. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi, finalement, parce qu'avant, pour produire le volume de travail nécessaire à poser les bases d'un dossier, il me fallait, je pense sincèrement, au moins le double du temps qu'il me faut aujourd'hui. Et donc c'est quand même, ça chamboule l'exercice du métier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pauline. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant qu'en fait, je pense que les conséquences de l'IA et de l'adoption de l'IA dans sa pratique professionnelle, c'est clairement ce que tu identifies en premier, c'est une automatisation partielle de la recherche.
une accélération de fait de la production et un déplacement de la valeur vers l'analyse. Et là se pose effectivement la question de la formation, puisque l'analyse, elle vient aussi de l'exercice du libre arbitre, d'années d'expérience et d'une connaissance assez approfondie de sa matière. Euh, et du coup, ce qui est industrialisable va l'être. En revanche, la vraie valeur l'est dans ce qui ne l'est pas, et donc de facto nécessite une formation peut-être encore plus poussée, tant dans l'utilisation des outils qu'une vraie profondeur en droit et qu'une vraie prise de hauteur aussi sur les sujets juridiques qui sont adressés aux praticiens. Ah, absolument. Et un autre point aussi qui me vient sur effectivement, le fait d'utiliser l'IA depuis maintenant plusieurs années dans ma pratique, c'est aussi une sorte de petit point de warning, mais sur parfois le confort que peut procurer l'IA finalement dans cette aide à poser les bases sur un dossier ou pour une consultation, etc. Et où en fait, ça, il faut se méfier de ça et faire attention. Et donc, je le partage aux confrères. Il faut se méfier du fait que l'IA, c'est vrai, parfois, peut un peu nous tromper parce qu'elle a l'air tellement intelligente qu'elle peut parfois nous mener un petit peu vers des situations où on a envie de se reposer beaucoup, beaucoup sur elle. Et parfois, on a envie de moins faire l'effort de vérifier. Et alors, là-dessus, encore une fois, je parle d'expérience, il ne faut pas céder à cette tentation, puisque comme tu le disais, Pauline, c'est-à-dire que ce sont des systèmes probabilistes qui fonctionnent extrêmement bien en langage naturel, et on peut avoir cette tentation de se dire ça m'a l'air un peu raccourci, mais pourquoi pas, peut-être que je peux adopter ce raisonnement de l'IA, et c'est là où effectivement il faut vraiment faire cet effort, à mon sens, cet effort supplémentaire, cet effort intellectuel de vérifier quand même et de challenger l'IA en lui disant es-tu bien sûr de tout ça? Cite-moi toutes tes sources. Parfois, il faut lui demander le raisonnement inverse, c'est-à-dire parfois, je m'amuse à lui dire ok, donc là, moi, je ne suis plus dans cette situation, je suis dans la situation inverse. Comment est-ce que tu raisonnerais? Quel argument de défense est-ce que tu me donnerais dans cette situation? Et parfois, ça donne des conversations très intéressantes où finalement l'outil est challengé, et moi aussi. Et où, en fait, voilà, on aboutit finalement à des arguments qui sont bien mieux construits. Voilà. Mais c'est vrai que je reconnais que parfois, les résultats ont l'air tellement incroyables dès le premier jet, sans forcément avoir challengé l'outil. Et parfois, on est débordé, et donc on peut avoir envie de se fier à ses premières réponses. Et à mon sens, il faut quand même toujours challenger. Il faut toujours challenger et se challenger soi-même et challenger l'outil. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pauline. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'IA, c'est un sparring partner. À aucun moment, c'est une vérité acquise. Et ce qui est intéressant dans notre IA généraliste, dans notre IA générative, dans notre IA générative, c'est qu'en fait, ils se fondent sur 3 doctrines. À partir du moment où il y avait 3 maisons d'édition chez nous, que j'ai citées en préambule, en réalité, il y a aussi 3 courants doctrinaux. Et toi et moi, on sait qu'en droit, il y a plusieurs doctrines à chaque fois, que une réponse approximative n'est pas possible, mais que nous permettent d'être créatifs et imaginatifs aussi. Et c'est aussi la force du droit. Et que là, rien qu'en lui-même, l'outil contient de quoi répondre sur 3 maisons d'édition différentes, donc avec potentiellement 3 positions doctrinales différentes. Pour autant, ça n'empêche pas que toi-même, tu le challenges et sois singulière dans ton raisonnement. Sinon, il y aura le risque effectivement que dans 3 ans, 100% des avocats produisent intégralement 100% des mêmes conclusions sur un modèle très grand public, pas très intéressant. Et ce n'a aucun intérêt. Je pense que l'IA peut au contraire aider tout à fait à autre chose, et c'est tout à fait au contraire de nous rendre meilleurs comme un outil qui améliore et pas comme un outil qui détériore. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et de ne surtout pas céder à la tentation de la médiocrité par l'IA. Ça, je pense que c'est pour moi très, très important. De ne pas produire du AI slop, comme on appelle ça aujourd'hui, de la bouillie IA. Ça devient un terme de plus en plus employé. Alors,
pas forcément que pour le domaine du droit, mais pour l'internet, le web en général. On parle d'AI slop parce que tous les contenus qui sont générés par IA commencent à se ressembler et finalement atteindre une certaine médiocrité. C'est pas ça. C'est pas ce but vers lequel on doit tendre en qualité d'avocat. Et voilà, et à mon sens, vraiment d'utiliser l'outil, de le challenger, de se challenger via l'outil. Pour moi, ça a été vraiment une grande chance pour le développement de mon cabinet. Très sincèrement, j'arrive maintenant à envisager des stratégies que je n'aurais pas pu envisager sans l'IA, et ça revient à ce que tu disais sur la créativité. Finalement, l'IA permet une nouvelle forme de créativité, et je le sais aussi parce que je travaille au quotidien avec des créatifs, puisque j'ai une formation en propriété intellectuelle de base. Donc je travaille avec beaucoup de créatifs qui utilisent l'IA, et il y a ce débat effectivement sur le remplacement de certains métiers créatifs, mais il y a aussi énormément de créatifs qui me disent que l'utilisation de l'IA permet de décupler les possibilités de la création. Donc exactement, en fait, de la même façon que pour les avocats, en tout cas moi je raisonne comme ça décuple ma créativité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que c'est pas un substitut au jugement, ça reste un outil d'efficacité en fait. Il faut le voir comme ça. Et moi, je me pose une question que j'aimerais te poser, c'est par rapport à tes clients, comment tu communiques sur l'usage de l'IA, toi, dans ta pratique? Ouais, alors c'est effectivement une très bonne question à laquelle je suis ravie de pouvoir te répondre. Je le communique sur l'utilisation de l'IA via ma convention d'honoraires. C'est-à-dire que j'ai une clause maintenant dans ma convention d'honoraires qui stipule que j'utilise des outils d'IA générative, et je donne la liste. Et donc, Lefebvre Dalloz Génial est dans cette liste. Je donne également les abonnements que j'ai, ce que je publie, les données que je vais utiliser par outil. C'est-à-dire qu'il y a des outils sur lesquels en aucun cas je vais pouvoir verser des pièces d'un dossier, etc. J'indique également les opt-out, s'il y en a, s'ils sont activés. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, donc ça c'est une convention d'honoraires qui est signée entre le client et moi. Et puis moi j'ai cet avantage aussi, c'est que je suis très positionnée aujourd'hui sur le secteur de l'IA. Et comme je disais en introduction, finalement, la plupart de mes clients aujourd'hui utilisent des systèmes d'IA générative. Donc, finalement, l'utilisation par moi-même de ces systèmes-là aussi est globalement très bien acceptée, voire acquise de leur part. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour d'autres confrères, hein, ça je l'entends, mais je pense que c'est vraiment très important d'être transparent. De toute façon, c'est une obligation, c'est-à-dire qu'on délivre une prestation intellectuelle. L'utilisation de l'IA peut être déterminante du consentement de la partie avec qui on contracte, avec qui on s'engage à délivrer cette prestation intellectuelle. Ils ont le droit de savoir qu'on utilise de l'IA, de quelle façon. Ça me paraît tout à fait logique. Dans les contrats, en tout cas, que moi, je négocie pour des créatifs, c'est ça qui se passe. On a la liste des outils d'IA qui est demandée, la façon dont les opt-outs sont activés ou pas, quelles données on utilise sur les outils qui est demandé. Donc ça me paraît tout à fait logique de faire exactement la même chose avec mes clients. Merci beaucoup, Betty, pour cette réponse. Non, je t'en prie, avec plaisir. Donc voilà, donc moi je suis vraiment utilisatrice convaincue, en tout cas ravie de pouvoir parler de cet outil aujourd'hui. Et voilà, encore une fois, je suis convaincue que les avocats doivent évoluer et que l'IA, en tout cas, c'est une merveilleuse opportunité pour faire évoluer la profession en profondeur, pouvoir vraiment faire changer la valeur ajoutée des avocats par rapport à la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter jusqu'à présent, qui a été souvent remise en question par les clients, en tout cas de plus en plus. Et je suis vraiment persuadée que l'opportunité de l'IA va permettre de redorer le blason de notre profession. Et moi, j'en suis très, très, très ravie et très, très excitée. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune collaborateur vis-à-vis de l'utilisation de l'IA?
Pour un jeune collaborateur, je pense que, comme on disait tout à l'heure, la formation à l'utilisation de l'outil, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que je le vois aujourd'hui, moi qui travaille avec des personnes que je peux recruter. En réalité, maintenant, parmi les compétences que je recherche chez des collaborateurs ou des stagiaires, c'est aussi cette utilisation des outils d'IA, cette maîtrise des outils d'IA, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les questions de sécurité, de secret professionnel, ne surtout pas utiliser de façon déraisonnée les outils, ne surtout pas absolument prendre pour argent comptant tout ce qui est généré par l'outil, comprendre l'importance du secret professionnel, comprendre l'importance du consentement des clients à l'utilisation de ces outils, de la transparence finalement. Donc ce que je recherche parmi les compétences des personnes avec qui je travaille, c'est ça aussi. Et donc, je l'appliquerai globalement à tous les jeunes collaborateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces outils-là, elle devient fondamentale dans la pratique du droit, à mon sens. Merci beaucoup. Avec plaisir, Pauline. Alors, j'étais ravie, en tout cas, de répondre à toutes tes questions aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu voulais dire un mot pour conclure. C'est un mot que j'ai déjà employé. C'est que je pense que pour l'IA, il faut se dépêcher d'aller doucement. C'est-à-dire que son adoption est indispensable dans les pratiques professionnelles. Pour autant, il faut le faire avec une maîtrise totale de l'outil, en ayant bien conscience des conséquences que ça implique et en quoi elle est utile et en quoi elle ne l'est pas. Non, mais ça, c'est c'est une super phrase que je vais peut-être te piquer. Merci beaucoup, Pauline, de m'avoir invitée sur ce webinaire dans le cadre du bootcamp IA. On vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine session avec des confrères. Et merci beaucoup, Pauline, encore pour toutes les réponses que tu as apportées à mes questions. Merci beaucoup, Betty. Au revoir. Au revoir.